Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent Galen. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir Olivier Sauvage. Bonjour. Bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien. Très bien. Et j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important en UX design, ce sont les tests utilisateurs. Mais avant de commencer, je vais demander donc, comme d'habitude, à mon invité, donc à Olivier, de se présenter. Puis ensuite, on arrivera tout doucement au sujet. Donc Olivier Sauvage, comment me présenter, c'est jamais facile. Première chose que je peux dire, je suis patron d'une agence UX qui s'appelle WEXperience, qui est basée à Lille, et puis que j'ai fondée il y a une dizaine d'années. Et d'ailleurs que j'ai fondé pour faire des tests utilisateurs, puisque c'était à la base le besoin que j'avais identifié chez mon ancien employeur, qui s'appelait 3 Suisses International. Donc voilà, patron d'entreprise. Aujourd'hui, je suis plutôt gérant. Et j'ai plutôt des fonctions de gestion de boîte, mais pendant très longtemps j'ai fait de l'UX. J'ai un parcours qu'on va dire atypique, ce qui est assez classique on va dire dans le milieu des entreprises. J'ai commencé en tout cas à travailler dans le digital il y a longtemps, à partir de vers 98, où en fait mon premier métier c'était webmaster. On parle plus trop de webmaster aujourd'hui. Non. Le webmaster, c'était l'homme à tout faire, en fait, ou la femme à tout faire, du design, du développement, du SEO. Et voilà, j'ai commencé par faire des sites de e-commerce. Mon premier site, c'était un site de vente de CD de charme, d'ailleurs, je me souviens très bien. Ah, très bien. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis après, j'ai continué à faire pas mal de design graphique, parce que c'était un peu quand même la chose qui me plaisait le plus. Donc je me suis aussi retrouvé dans une agence très connue à Lille qui s'appelait Œil pour Œil et qui faisait beaucoup de flash. C'était à la grande époque du flash. Pour ensuite créer ma première société qui s'appelait OS System, qui était dédiée à la création de sites e-commerce pour les petites entreprises en fait. D'accord. Voilà, ça a duré 3-4 ans, ça n'a pas fonctionné pour tout un tas de raisons obscures. Et puis ensuite, donc, je me suis retrouvé chez 3 Suisses International, où là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux questions du UX, et on ne parlait pas trop du UX encore à l'époque, mais plutôt d'ergonomie. C'était encore en 2007. Je connaissais déjà pas mal le sujet, en fait, pour m'y être pas mal intéressé, un peu avec mon blog Capitaine Commerce, qui m'avait donné pas mal de notoriété en ce temps-là. D'accord. Et puis, surtout, en fait, comme j'étais à la cellule innovation du groupe 3 Suisses International, je me suis retrouvé à faire tout un tas de choses pour essayer d'aider les filiales du groupe à améliorer leurs actions digitales. D'accord. Et parmi celles-ci, j'ai fini par comprendre que l'ergonomie, l'UX design, était vraiment quelque chose qui manquait, en fait, qui n'était pas fait. En fait, pour la petite histoire, je me suis retrouvé en séminaire en Allemagne, à Hambourg, chez Otto Versand, qui est la maison mère de 3 Suisses. D'accord. Là, j'ai découvert qu'en fait, ils avaient vraiment beaucoup d'avance sur les Français, sur l'UX design. Ils faisaient déjà des tests utilisateurs, beaucoup de tests AB. Enfin, il y avait vraiment 3-4 ans d'avance sur ce qu'on faisait. Ah, c'est fou ça. Ah, voilà. D'accord. Et d'où l'idée, en rentrant en France, de dire à 3 Suisses, écoutez, il faut qu'on monte une cellule d'UX, d'ergonomie. Et j'ai créé en fait une première cellule d'UX design chez 3 Suisses International, et qui consistait... En fait, la seule chose qu'elle faisait, cette cellule, c'était de faire des tests utilisateurs. Et donc, on a fait les premiers tests utilisateurs pour les entreprises du groupe 3 Suisses International. Donc, il y avait 3 Suisses France, le plus gros. Il y avait Becquet, Blanche-Porte, Vitrine Magique. Il y a tout un tas de boîtes. Donc, c'était vraiment très bien de pouvoir faire ça avec eux, parce que du coup, on découvrait tout un tas de métiers différents. Et pour exactement la même méthode. Et donc, de fil en aiguille, j'ai décidé de créer ma deuxième société, WEXperience, justement pour proposer de faire des tests utilisateurs à toutes les sociétés du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, on disait. Et il y en avait pas mal dans le Nord, puisque c'est souvent des très grosses structures. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça à faire des tests utilisateurs. Et juste un petit mot quand même pour parler du UX design, d'ergonomie. En fait, pour moi, ça a toujours été une obsession, sans que je me rende compte au début que je fasse de l'UX design.
notamment quand on a commencé avec mon frère, avec ma première boîte, à faire des sites de e-commerce. Et j'ai assez vite réalisé, un peu naturellement, l'importance d'avoir des interactions et des interfaces faciles à comprendre pour les utilisateurs. Ce qui était en 2003-2004 pas du tout évident en fait, hein. Mm. En 2003-2004, l'important c'était déjà d'arriver à faire un site de e-commerce, Ouais, tout à fait. Ouais. ce qui n'était pas très compliqué avec l'open source, mais c'était des sites qui étaient très mal faits d'un point de vue ergonomiste, et c'était quelque chose qui... Notamment, on travaillait avec une solution qui s'appelait OS Commerce, pour les plus anciens, ils s'en rappelleront. Et c'était très mal fait, il n'y avait pas de système de template, c'était très dur de modifier l'interface, il fallait rentrer dans le cœur du système, il fallait modifier le code de l'application, ce qui est complètement aberrant vu d'aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, on avait que ça. Mais mine de rien, la chose qui m'intéressait le plus quand on faisait des sites de e-commerce, c'était justement d'arriver à créer ces interfaces qui soient agréables à utiliser, agréables à regarder, faciles à utiliser, parce qu'instinctivement, je me disais, ça joue un rôle en fait dans le taux de transformation d'un site de e-commerce. En plus de l'offre, bien sûr, j'ai toujours pensé que meilleures seraient les interactions, plus forte serait l'expérience utilisateur. Un peu comme dans un jeu, en fait, et je le voyais vraiment comme un jeu vidéo, en fait, le fait de commander sur un site internet. Meilleures seraient les interactions, meilleur serait le taux de transformation. Donc c'est déjà à ce moment-là que je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, et j'ai toujours raisonné en fait en termes d'UX plutôt qu'en termes de développement, plutôt qu'en termes de marketing, plutôt qu'en d'autres termes en fait. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça représente en fait pour toi le design aujourd'hui? Alors le design, on va peut-être pas parler du mot design dans le sens large du terme, parce que ça recouvre, aujourd'hui ça recouvre vraiment beaucoup de domaines. Moi je suis dans le design d'expérience. Pour moi aujourd'hui le design d'expérience c'est, au-delà du e-commerce qui est le domaine que je connais le mieux et où je pratique le plus souvent, pour moi aujourd'hui il y a un véritable enjeu du design d'expérience pour tous les UX designers. Et le design pour moi c'est vraiment d'arriver à créer des interactions harmonieuses entre ce que j'appelle les humains, donc les hommes, les femmes, et les machines qui sont nos ordinateurs, nos smartphones, et puis tous les autres objets connectés qu'on peut avoir sur la planète. Et moi je trouve qu'on a une mission qui est importante aujourd'hui en tant que designer, c'est justement on est un peu les maîtres de la bonne relation homme-machine, en faisant que les hommes restent vraiment les maîtres des machines, c'est-à-dire que c'est nous qui dominons, c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui en retirons de la satisfaction, mais tout en tirant un maximum de partie d'utilité des machines, parce qu'elles nous sont très utiles, on ne pourrait plus s'en passer aujourd'hui, ça c'est sûr. Et je pense que notre rôle, c'est vraiment ça. Et le design, c'est d'arriver à créer ces expériences qui font que moi, en tant qu'utilisateur d'objets connectés au quotidien, ça me rend heureux, ça rend ma vie plus facile. Ça ne me crée pas de contraintes et ça me permet de continuer à agir en liberté dans ma vie, et de plus en plus en liberté avec toute la puissance que pourraient me donner les machines. Et je trouve ça hyper important parce que, comme dans toute technologie, il y a toujours un côté obscur et un côté clair en tout cas. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que dans le domaine du digital, on bascule un peu trop du côté obscur. Et même si je trouve que c'est toujours très facile de citer les réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans les interactions qu'on a avec les réseaux sociaux, moi je pense qu'aujourd'hui les humains en sont esclaves, c'est-à-dire que ça nous fait avoir des comportements qui sont complètement fous, on devient haineux, on s'insulte pour rien, enfin, il suffit de se connecter à Twitter aujourd'hui, c'est assez facile de s'en rendre compte. Quand on est sur Instagram ou sur Facebook, on passe beaucoup de temps à regarder des images qui ne nous intéressent même pas finalement, mais ça devient machinal, vraiment on agit comme des fumeurs de cigarettes, où en fait, autant peut-être que la première cigarette, on en retire un certain plaisir, autant à la fin de la journée, quand on a fumé 20 cigarettes, on n'a plus aucun plaisir, on a les poumons encrassés. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Les interactions sont faites de manière à ce qu'on se retrouve avec le cerveau encrassé plutôt que les poumons. Et c'est intéressant. Et c'est vraiment dommage. Donc je pense que l'UX design, le rôle du designer, c'est ça. Et ça passe évidemment par plein de choses qui sont effectivement rendre les interactions les moins coûteuse en énergie pour le cerveau, parce que finalement c'est ça notre rôle, c'est d'économiser l'énergie du cerveau, mais ça peut être aussi créer des expériences agréables, créer des émotions, etc. Et je ne suis pas en train de dire que le monde malheureusement, que le monde est tout à fait noir et que tout est horrible, pas du tout, il y a plein de belles choses qui existent partout, mais je pense que quand même il faut toujours faire attention, être en veille là-dessus. C'est pas facile, je trouve, non plus. Je sais que quand on est UX designer, dans certaines sociétés, on n'est jamais beaucoup écouté, donc c'est pas toujours facile de faire entendre sa voix. Mais je pense que c'est le rôle qu'on doit avoir et il faut essayer de se tenir à cette ligne coûte que coûte. Et
pour arriver à faire que les gens qui ne sont pas habitués comme nous, tu vois, les spécialistes du digital, que ces gens-là se retrouvent pas esclaves des outils. Et aujourd'hui, c'est vraiment trop le cas. Je commence à trop parler, tu vois. Mais j'étais en train de penser à autre chose. Moi, j'ai travaillé très récemment sur un livre blanc sur l'électronisme. L'électronisme, c'est ce problème qui touche tout un tas de gens en France. On compte jusqu'à 20% des Français qui sont atteints d'électronisme. Alors, c'est pas une maladie, mais c'est en fait le fait de ne pas arriver à bien servir des outils du numérique. Il suffit de regarder autour de soi, je veux dire même dans sa famille. Moi, il suffit que je prenne une personne de ma famille. C'est jamais bien de citer sa mère, mais je le fais quand même. Je sais que ma mère, par exemple, elle est vraiment handicapée parce que c'est une personne qui est très intelligente. Je pense qu'elle n'a aucun problème à se servir d'un ordinateur. Mais par exemple, elle n'en peut plus des interfaces numériques, des services auxquels qu'elle est obligée d'utiliser. En fait, elle n'a plus le choix. Par exemple, l'autre jour, je ne sais plus, elle devait prendre un rendez-vous à l'hôpital. Elle a appelé. On lui a juste dit, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous par téléphone, vous devez le faire sur le site internet. Et le site étant très mal fait, elle n'a pas réussi à prendre ce rendez-vous. Donc c'est ridicule, on se retrouve dans des situations complètement ridicules où on oblige les gens à utiliser des outils qui sont trop compliqués. Et ça, pour le coup, c'est de la faute des UX designers qui, dans ce cas-là, n'avaient pas bien fait leur boulot. Non, mais je suis d'accord. C'est là qu'est notre rôle, en fait. Et c'est pour moi le design d'expérience. Pour moi, c'est ça en grande partie. D'accord, très bien. Eh bien, merci Olivier pour cette grande et belle introduction. Nous allons tout de suite attaquer le sujet qui est donc les tests utilisateurs. En fait, Olivier va en parler, mais j'aimerais savoir comment, d'abord, qu'est-ce que tu peux définir de façon un peu schématique, qu'est-ce que c'est qu'un test utilisateur? Alors un test utilisateur, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Alors d'abord, le nom est totalement trompeur parce que on a l'impression en disant test utilisateur qu'on va tester des gens. Un test utilisateur, en fait, c'est un test d'interface et non pas un test de personne. Et c'est très important cette notion-là parce que souvent, quand on a des gens qui viennent, quand on a des testeurs qui viennent chez nous pour faire des tests, ils ont toujours très très peur parce que d'être testé. Ouais, je suis nul, pourquoi vous m'avez choisi moi ça sert à rien, vous n'auriez pas Je l'ai déjà entendu. On est toujours obligé de les rassurer en disant mais c'est pas vous qu'on teste, hein, vous pouvez être nul si vous voulez, c'est pas grave, ce qui compte c'est ce qui se passe entre vous et la machine et s'il y a quelque chose de nul ici, c'est pas vous, c'est bien l'interface qui a été mal faite et donc vous n'arrivez pas à vous en servir. Et les tests utilisateurs, qui sont donc des tests d'interface en réalité, c'est tout simplement un moyen de regarder en fait ce que font des gens quand ils utilisent une interface, quelle qu'elle soit finalement, vocale ou visuelle ou tactile ou je sais pas quoi. D'accord. Simplement en observant ces gens, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur cette interface. Et c'est vraiment, moi ça fait 10 ans que je fais ça, peut-être même un peu plus, et je trouve que c'est vraiment la voie royale pour arriver à analyser l'expérience utilisateur sur un site ou sur une application. Pour moi, il n'y en a pas d'autre en fait. Enfin, on peut toujours faire des web analytics, on peut toujours faire plein d'autres trucs. Pour moi, regarder quelqu'un en train de se dépatouiller devant un écran d'ordinateur ou sur son smartphone, le faire parler, essayer de pénétrer ses pensées pour voir ce qui se passe dans son cerveau pendant qu'il interagit avec la machine, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant, je trouve que c'est vraiment très intéressant à faire. Et en plus, je trouve qu'en termes de résultats, de rendu, de restitution, c'est ce qu'il y a de plus riche parce que c'est vraiment comme ça qu'on va en fait au cœur du projet. Si je devais comparer ça avec de la médecine, ce serait vraiment un métier de chirurgien. Je vais de chirurgien spécialiste du cerveau, donc au cœur du cerveau. J'ouvre le crâne et je vais dans les circonvolutions, dans céphale et hop, j'arrive à comprendre ce qui se passe. Mais pour moi, c'est ça. Alors, ça c'est une belle image, mais concrètement, un test utilisateur, c'est vraiment... c'est effectivement d'abord. Alors comment ça se passe, peut-être je peux expliquer. En fait, oui, aussi, vas-y, oui, tout à fait. En fait, d'abord, ça part d'un besoin, c'est-à-dire qu'en fait, on a une société, nous on travaille beaucoup avec des sociétés privées évidemment, des grosses sociétés, et ce sont des gens qui viennent en nous disant voilà, nous, sur notre site, on a l'impression que ça se passe pas bien, on a un taux de transformation qui est pas bon, ou alors ouais, notre site il est trop vieux, on voudrait faire des changements, mais on sait pas quoi, ou alors on a l'impression, on a fait une étude, on nous a remonté que notre site il était pas bien, et donc voilà. Et donc nous on vient avec nos tests utilisateurs, et une fois qu'on a compris à peu près ce que voulaient les gens, notre métier c'est donc d'arriver à fixer un espèce de plan de test. En fait, on va essayer de décider comment on va tester le site, et à partir de là, en fait, on va recruter un certain nombre de personnes dans la cible utilisateur du site. On va les convoquer, on va leur donner des rendez-vous, et puis on va leur faire utiliser ce site ou cette application. On va enregistrer tout ce qu'ils font, et à partir de cet enregistrement, on va être capable en analysant en fait ces enregistrements, on va être capable
de voir tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Donc un test utilisateur, c'est Excuse-moi, vraiment quand tu parles d'enregistrement, c'est quel type d'enregistrement que vous faites en fait? Alors, donc un test utilisateur, c'est des personnes et ensuite c'est des machines. Et donc ces machines-là, donc c'est des ordinateurs, c'est des smartphones principalement. D'accord. Et donc quand on va faire un test utilisateur, donc on va convoquer individuellement des testeurs. Et ils vont pendant 1 heure interagir avec la machine selon un plan prédéfini. Donc un plan, on pourra peut-être en parler après, qui est plus ou moins précis. Pendant ces interactions, donc le testeur il n'est jamais tout seul chez nous, il est toujours avec ce qu'on appelle un facilitateur. D'accord. Donc ça peut être un ergonome, un UX researcher, enfin c'est quelqu'un qui a Qui l'accompagne. l'habitude, qui l'accompagne, qui aime bien écouter les autres, qui a beaucoup d'empathie, et qui va essayer surtout de faire beaucoup parler la personne. En test utilisateur, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle la pensée à voix haute. On demande aux gens de penser à voix haute. C'est tout un jeu comme ça psychologique, il faut arriver à faire parler les gens un peu, pas trop quand même, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement bavards et qui racontent n'importe quoi, donc c'est pas très intéressant. Il y a d'autres gens qui parlent pas du tout, donc il faut arriver à les faire, faut arriver au juste parler, milieu. il faut trouver le juste milieu, il faut faire les choses les plus enrichissantes pour nous. Et donc en fait toute cette cérémonie, si je puis dire, qui dure en général 3/4 d'heure, 1 heure, on l'enregistre entièrement. Alors on enregistre énormément de choses parce qu'en fait on n'a pas le temps de prendre des notes en temps réel, en tout cas pas le facilitateur. Et puis en plus, il est nécessaire en fait, quand on fait un test de pouvoir prendre du recul. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais se fier à ce qu'on ressent en temps réel, parce qu'il y a un biais cognitif qui est très connu, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais en fait on a toujours l'impression, il y a des choses qui sont marquantes en temps réel, qu'on a tendance à mémoriser, mais qui en réalité ne sont pas si importantes que ça. Et donc on enregistre pour pouvoir ensuite derrière revisualiser entièrement ces tests et se les repasser au ralenti, puis noter à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que entre l'enregistrement et l'écoute, en fait, ou la visualisation, vous avez un delta de combien? De 24, 48 ou même dans la journée plus tard? Non, en fait, Est-ce qu'il y a un moment qui est important, je ne sais pas en fait, quand on fait des tests, en général, c'est des tests de 12 personnes. D'accord. Ça dure 2 jours, donc pendant 2 jours, on enregistre, on fait les entretiens, on enregistre, etc. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas précisé qu'est-ce qu'on enregistre. Donc, on enregistre la voix, on filme le visage des gens, on enregistre leur navigation, l'écran de l'ordinateur. D'accord, ok. Tout ce qui est rentré au clavier, etc. Nous, on fait pas mal de eye tracking sur tout ce qui est desktop, on fait du eye tracking systématiquement. Donc on enregistre tout ça, et en fait, à la fin des 2 jours, une fois qu'on a tout enregistré, le lendemain ou le surlendemain, on a des analystes, donc des personnes qui sont chargées uniquement de ça, qui regardent ces vidéos. Donc d'ailleurs, c'est pas les mêmes personnes forcément que des personnes qui ont fait le test, et qui vont, dans un fichier Excel, tout simplement, noter à chaque fois qu'ils remarquent quelque chose qui est intéressant. Donc des fois, c'est des simples défauts d'ergonomie. Quelqu'un a cliqué 3 fois sur un bouton avant de l'activer, on va noter cette personne, à tel moment dans l'enregistrement, a essayé de cliquer sur le bouton valider mon panier, il a cliqué 3 fois avant que ça marche, temps de latence beaucoup trop long, il faudra corriger ce problème-là. Ça, c'est vraiment une erreur d'ergonomie typique. Mais il n'y a pas que ça, quoi. On va par exemple aussi noter le fait qu'à un moment donné, je pense, par exemple des sites de crédit bancaire, on fait beaucoup ça, quelqu'un a lu les conditions de remboursement de crédit, on l'a vu lire à plusieurs reprises ces conditions, on l'a vu se pencher vers l'écran pour essayer de mieux comprendre, comme s'il ne voyait pas bien, et puis à la fin, il nous a dit « mais je ne comprends pas ce qu'il y a écrit ». Voilà, on va le noter aussi, on va dire, s'il y a une recommandation à faire, on va dire « attention, ce texte-là semblerait un peu touffu, trop compliqué, est-ce qu'il ne faudrait pas le réécrire, ou est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer sa lisibilité » par exemple, parce que des fois, je pense notamment aux textes légaux, souvent on a des problèmes de lisibilité, ils sont mal formatés, et on a juste pas, les gens n'ont pas envie de les lire, donc quand ils les lisent, ils les survolent, ils ne les comprennent pas. Donc voilà en fait tout ce qu'on fait pendant... Donc voilà comment se passe l'analyse du test utilisateur. Et donc effectivement, il y a un temps de recul comme ça, qui est d'une journée ou deux, mais c'est surtout que en fait, les gens qui analysent, c'est souvent plus, chez nous en tout cas, les mêmes que ceux qui utilisent les tests. D'accord. Donc ça permet d'avoir aussi plusieurs personnes qui s'occupent de ces mêmes tests en fait. D'accord, ok. Et donc les personnes qui font l'analyse, tu disais que c'était des personnes qui étaient spécialistes, et ils ont quel type de formation? Je sais pas, tout à l'heure tu disais que le facilitateur était plus un ergonome ou un UX, et donc les gens qui font l'analytique derrière sont quel parcours ou quel profil entre guillemets? Alors à la base, l'idéal pour l'analyse de tests, c'est des vrais ergonomes avec un DEA en psychologie cognitive. On n'a pas tellement de gens comme ça chez nous. Alors en fait chez nous, c'est plutôt des gens qui viennent du monde du design, en fait, des UX designers, des UI designers. Et qu'on forme en fait nous-mêmes en interne, ce qui cache une problématique très grave de recrutement des ressources humaines sur les métiers de l'UX dans le nord de la France, mais
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément des spécialistes au départ, c'est pas forcément des ergonomes en fait. D'accord, Donc ok. c'est des gens qu'on forme, on leur explique ce qu'il faut regarder, où est-ce qu'ils doivent apprendre. C'est une formation chez nous comme ça dure 3-4 mois. En général, ils font des contrats pro d'apprentissage avant vraiment de démarrer chez nous. D'accord, ok. Et, après, voilà, c'est des gens qui ont l'habitude de savoir ce qu'il faut noter. D'accord, ok. Donc maintenant, tu nous as expliqué ce qu'était un test utilisateur, comment ça se déroulait. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu quelles sont les grandes phases des tests utilisateurs en amont, ce qu'il faut préparer? Il y a 3 phases, hein, grosso modo, D'accord. j'allais dire comme dans tout projet. Il y a toujours la préparation, la conduite et l'analyse et la restitution, que je mettrai dans la dernière phrase. Alors, la préparation, je pense que elles sont toutes très importantes, ces phases-là, mais aucune n'est à négliger, évidemment, par rapport aux autres. La préparation, d'abord, c'est la prise de connaissance du sujet avec le client. D'accord. Donc, en général, ça passe par une séance c'est une réunion de kick-off où, en fait, les clients nous expliquent quels sont les problèmes qu'ils aimeraient étudier, en fait, sur leur site. Leurs attentes, leurs besoins, etc. Ouais, je sais pas, notre tunnel de commande, on a l'impression que ça marche pas. Ouais, mais dans le compte client, on trouve que c'est compliqué. Et puis de toute façon, il y a plein de gens qui se plaignent, ils n'arrivent pas à changer leur mot de passe, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Donc voilà, ils parlent en fait un peu comme des patients, expliqueraient à leur médecin j'ai mal au dos, j'ai mal au foie, mais c'est vraiment ça, quoi. Ah ouais? Ouais, moi je vois un peu comme ça, quoi. Ils sont un peu malades. Et donc là, nous on écoute tout ça avec bienveillance, bien entendu. Et puis en plus de ça, ils vont quand même beaucoup aussi nous parler de ce qu'ils font, de leur métier, puisque nous on travaille avec beaucoup de sociétés très différentes, dans des domaines très différents. Ça va de la vente de fuel en ligne à l'achat de fringues, en passant par des mutuelles, etc. Donc à chaque fois, le problème est différent. Il est différent, ouais. Donc nous, on a besoin de comprendre le métier, même si en réalité, on ne devrait pas être spécialiste de ces métiers-là, mais il faut quand même un minimum de connaissances. Et par exemple, on travaille beaucoup avec des mutuelles et des assurances. À force, ça nous aide quand même à mieux faire les tests utilisateurs aussi, parce qu'on sait un peu d'avance ce qui va se passer, on connaît un peu mieux les comportements des gens. Et puis je pense qu'en tant qu'être humain aussi, on a besoin aussi de s'imprégner du métier des personnes pour comprendre vraiment leurs attentes et leurs besoins. Je sais pas, c'est humain. C'est humain, et je pense que si on ne le faisait pas, on passerait à côté de quelque chose. Oui, ça nous arrive d'aller des fois en magasin, visiter le client pour essayer de comprendre comment ça fonctionne chez lui, parce que c'est toujours plus intéressant que d'être dans la théorie ou essayer de se projeter. D'accord. Donc on a cette première réunion. D'accord. Et puis à partir de là, il y a 2 choses qu'on va faire. On va définir les profils des testeurs et on va définir le plan de test. Alors, une des choses les plus importantes, c'est les testeurs, en fait, le profil des testeurs. Alors nous, on y fait extrêmement attention, on prend beaucoup de soin à recruter les bonnes personnes. Il faut savoir que nous, on mène tous nos tests in situ, en labo de test. D'accord. Que vous avez déjà on en a un chez nous, mais après, c'est des salles avec vitre sans teint, c'est des trucs classiques en marketing, on en trouve un peu partout en France. D'accord. On travaille essentiellement sur Paris et sur Lille, mais après, il nous est déjà arrivé de faire des tests au Mans, à Angoulême, à Lyon. D'accord. Voilà, on n'a pas besoin forcément d'une salle avec vitre sans teint, on peut très bien se débrouiller sans ça, mais bon, voilà, ça c'est un peu. Les vitres sans teint, c'est sympa, quoi. Ouais. Ça fait un peu film et tout, on espionne les gens, c'est un petit côté voyeur, c'est très agréable. Ça flatte un peu notre côté malsain. Voilà. Mais donc après, dans le recrutement, donc, ce qui est important, c'est de recruter les bonnes personnes, et nous, on fait vraiment attention à ça. Donc, en général, pendant cette réunion de kick-off, on va définir les profils des gens qui sont clients et futurs clients du site, si on parle de e-commerce. Donc, on va établir en fait différents critères. Alors, souvent, il y a le sexe, c'est des hommes, c'est des femmes, il y a l'âge, c'est assez important aussi. Après, on va intégrer parfois des critères socio-professionnels. Est-ce que c'est plutôt des urbains? Est-ce que c'est plutôt des ruraux? Est-ce que c'est plutôt des gens dans les couches populaires? Est-ce que c'est l'élite, les premiers de cordée? Est-ce que voilà, mais ça permet de faire une première classification, mais après on va quand même plus loin que ça, et notamment on s'intéresse beaucoup à justement à l'implication qu'on va avoir dans les tests des gens. C'est-à-dire que par exemple, quand on a travaillé pour une société qui vendait du fuel en ligne, clairement, on n'a pas testé des gens qui n'achètent pas de fuel en ligne et qui n'en achèteront jamais. On a testé que des gens qui en avaient déjà acheté, qui étaient en cours d'acheter du fuel en ligne ou qui allaient en acheter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on ne prend pas des gens comme ça, on va avoir des gens qui ne sont pas impliqués. Et du coup, on va passer à côté de tout un tas d'informations très intéressantes qui serait vraiment dommage de rater. Donc encore, par exemple, typiquement, si on fait du crédit à la conso,
on va essayer de trouver des gens qui sont en phase de recherche d'un crédit à la conso. Une question qui me vient comme ça, comment vous recrutez ce type de personnes qui sont censées acheter quelque chose mais que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui? Alors ça, c'est notre secret sauce. D'accord, Je vais ok. je vais quand même la dévoiler. Non, il n'y a rien de secret. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question comment on fait. Donc nous, on passe par un partenaire qui fait que ça pour nous en fait. Je peux D'accord. le citer, il s'appelle Miss Group, MIS, comme ça j'en fais un peu de pub. Et donc en fait, justement, donc on leur envoie un tableau de profil de recrutement. Eux, à partir de ça, ils vont créer un questionnaire de recrutement. Et ensuite, par contre, je ne sais pas exactement comment ils font, mais ils ont une base de 200 000 personnes en France à peu près. Ok. Et sur cette base, ils vont envoyer ce questionnaire à ces 200 000 personnes. Alors, je ne sais pas comment ils font leur tri, mais en général, et d'ailleurs en fait c'est pas en général, c'est tout le temps, ils Ça arrivent arrive à très bien trouver de matcher. exactement les personnes dont on a besoin. Et donc, C'est fou, ça. notamment, Ouais, d'accord. et notamment les personnes qui sont dans un besoin spécifique d'achat, etc. D'accord. Donc c'est une période de recrutement comme ça dure 2 semaines hein, quand même pour 12 personnes. Je comprends que ça demande 2 semaines, oui. Ouais, c'est assez long. Alors ça, et quand ces 2 semaines, c'est sur du grand public. Alors, là où c'est bien plus compliqué, c'est quand on travaille en B2B avec des testeurs professionnels, donc on doit recruter des professionnels. Et là, on a une autre agence donc, qui est plus spécialisée là-dessus. Et donc voilà, c'est le même processus de recrutement, mais c'est plus compliqué. Donc Ouais. mais on est capable de le faire. Et donc, je me souviens, on avait testé un site qui s'appelle France Bonhomme. Je crois qu'ils vendent que des tuyaux, quelque chose comme ça. C'est un site pour les artisans, les entrepreneurs en bâtiment. Et là, on avait dû recruter des artisans plombiers. Et ce qui était vraiment compliqué, parce que c'est des gens qui n'ont jamais le temps de faire autre chose que leur métier. Ils sont surchargés de travail. Ils travaillent très tard, très tôt, Très souvent. très souvent. Donc pour les faire venir, c'est compliqué. Sachant que nous, on rémunère en fait tous les testeurs, donc, quels qu'ils soient. Donc, par exemple, en B2C, quand c'est du grand public, en moyenne, c'est 30 € hein, qui sont rémunérés. Et par contre, quand c'est des professionnels, on va beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à 150 € pour rémunérer une personne. Alors, c'est des chèques cadeaux, c'est pas du salaire, je précise aussi, parce que c'est une question légale qui se cache là-dessous. Mais nous, c'est des chèques cadeaux, sachant que c'est des gens qui font ça très ponctuellement. Donc, c'est pas, parmi les gens qu'on teste, personne n'en fait une activité professionnelle. C'est heureusement, essentiel. Ouais. sinon ce serait complètement biaisé. C'est essentiel. Et ensuite, tu parlais d'une autre phase qui était aussi importante. Donc on a la création du plan de test parallèlement à ça, qui est beaucoup plus facile, puisque là, en fait, ça consiste à transformer des objectifs clients en tâches. En fait. Alors, pour faire très simple en e-commerce, par exemple, c'est mon tunnel de commande ne marche pas bien, j'ai un mauvais taux de transformation. Ok, donc on va faire une tâche. Vous arrivez sur tel site, vous avez besoin d'acheter telle chose à tel prix, trouvez l'article, ajoutez-le au panier et commandez-le. Voilà. C'est une tâche très très simple comme ça. Après, on fait des tâches plus spécifiques, du genre vous allez passer commande sur le site, vous devriez savoir où en est votre commande, trouver l'endroit où se trouvent les informations sur la livraison, par exemple. Donc on a des tâches toujours qui sont plus ou moins précises. On peut avoir des tâches très ouvertes aussi, du genre vous avez entendu parler de tel site, allez le découvrir. Voilà. Et là, on laisse c'est des tâches souvent d'ouverture de test où on laisse les gens un peu surfer, découvrir, s'imprégner, ça les met à l'aise, et puis derrière, ça nous permet quand même de commencer à voir pas mal de choses sur leur façon de naviguer, sur les habitudes qu'ils ont, etc. Alors, le plan de test, en gros, c'est des consignes, hein, c'est faites ci, faites ça, c'est affiché à l'écran. Voilà, et en général, pour 1 heure de test, on va avoir 7 tâches. D'accord, ok. Voilà. Après, mais il faut limiter quand même. Au niveau du nombre de tâches, il faut limiter. Pas forcément, en fait, ça veut rien dire, parce qu'il peut y avoir des tâches qui sont extrêmement courtes. D'accord. Des fois, c'est juste rentrer votre adresse email à tel endroit. D'accord. Donc ça prend 2 secondes. Des fois, c'est des tâches plus complexes. Et après, c'est justement le rôle du facilitateur d'arriver à faire passer toutes les tâches au testeur, alors plus ou moins rapidement. Des fois, il en rajoute, des fois, il en enlève. Mais en gros, le boulot du facilitateur, entre autres, c'est d'arriver à bien faire qu'on fasse ces 7 tâches, que l'utilisateur ne sorte pas de ces tâches. Bon, voilà. Par exemple, des fois, on a des utilisateurs qui se mettent à aller sur un autre site pour aller comparer des offres, je sais pas quoi. Donc, on peut les laisser faire, mais disons pas trop longtemps. Oui, d'accord. Voilà. Mais en général, ça permet de cadrer relativement bien le test. D'accord, ok. Donc une fois que ce plan de test est effectué, que vous avez recruté les testés, les utilisateurs, donc vous passez directement à la phase conception du test, pas conception, mais réalisation du test. Ouais. Et donc ça, tu l'expliquais. Et puis ensuite, après, donc il y a la phase d'analyse des tests. Voilà. Et donc une phase test utilisateur pour vous, ça peut, entre le recrutement jusqu'à l'analyse, c'est quoi? C'est combien de temps en fait?
Ça dépend des modèles, ça dépend des entreprises, ça dépend de quoi? Non, là pour le coup, en fait, un test utilisateur, à partir du moment où on a le go du client, au moment où on lui restitue les résultats, c'est toujours grosso modo un mois en fait. Parce qu'on a un temps un peu incompressible sur le recrutement, comme j'avais dit, D'accord. Ouais. c'est rarement moins de 2 semaines. D'accord. La conduite des tests, c'est en général 2 jours. Et après l'analyse, c'est 5-6 jours derrière. Donc c'est assez condensé hein, comme projet, c'est assez dense. D'accord. Mais voilà, donc ça dure un petit mois, un bon mois. Après, tout dépend du client, hein. Des fois ça va plus vite. Parce que ce qui est très très long, c'est vraiment l'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on fait 12 tests en 2 jours à peu près. Ça D'accord. fait 12 heures d'enregistrement plus ou moins. Et ensuite, il faut analyser ces 12 heures. Et c'est pas je regarde pendant 12 heures des vidéos, ça dure bon, quand même 3-4 jours hein, de regarder toutes ces vidéos parce qu'il faut à la fois noter. On regarde les vidéos, mais en même temps, il faut noter les choses. Des fois, il faut se les repasser, il faut les passer au ralenti. Enfin, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas toujours évident. Il peut y avoir des raisons techniques, hein. Des fois, le son n'est pas bon, des fois, l'image n'est pas bonne. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, donc il faut qu'on se les repasse plusieurs fois avant de bien capter ce qui s'est passé dans la tête de l'utilisateur. D'accord. Et puis après, une fois qu'en plus on a revisionné toute la vidéo, il faut qu'on fasse un peu le tri dans tout ça, quoi, parce qu'il y a énormément de... Quand on fait des relevés de tests, il y a 150, 200, 300 choses qui sont relevées, qu'on a d'ailleurs déjà classées un petit peu avec un ordre de sévérité. On met en général une note de 1 à 4, D'accord. de pas grave du tout à très très grave, quoi, genre bloquant. Et ensuite, voilà, en fonction de la répétition qu'on peut avoir des erreurs par testeur ou sur un même test, on va pondérer en fait tout ça, et puis on va extraire en fait, en général c'est une cinquantaine de défauts. Alors je parle pas des points positifs, je parle que des défauts. Une cinquantaine de défauts avec, je donne des moyennes comme ça qui sont dans les grandes mailles, mais c'est 10 trucs vraiment graves à corriger urgemment, 10-15 trucs un peu moins graves mais qui seraient intéressants à modifier, et puis des trucs un peu moins graves. D'accord. Et ce travail-là est très complexe, et ça c'est vraiment le rôle chez nous des directeurs d'études. Donc on a 2 chefs de projet, directeurs d'études, peu importe leur grade, hein, mais c'est vraiment eux, c'est vraiment des seniors. C'est vraiment eux qui ont la capacité à prendre suffisamment de recul pour savoir ce qui est bien, pas bien. Un junior, en général, on considère qu'il faut 5-6 ans à un junior pour être vraiment apte à faire ce genre d'analyse. D'accord. Parce que ça demande vraiment beaucoup de compréhension. Il faut comprendre le produit, il faut comprendre les comportements des utilisateurs, il faut avoir beaucoup d'expérience sur les interfaces, il faut savoir relativiser ce qui est grave et pas grave. Il faut vraiment de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment la phase la plus complexe sur laquelle on essaie d'apporter le plus d'expertise. D'accord. Et donc c'est ce directeur d'études qui est chargé de faire le retour auprès du client là, Oui, après c'est mieux. Ouais. Parce D'accord. qu'après il y a la restitution, et ça c'est aussi une phase très très importante. On pourrait se dire il s'agit juste de passer des slides et puis de présenter des résultats, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'en général, une restitution, donc on se retrouve nous seuls quasiment, hein. On est deux ou trois des fois, mais on n'est pas beaucoup. Des fois ça a 15-20 personnes, avec des fois des DG qui sont là, donc c'est pas rien. On a déjà eu D'accord. des DG qui sont venus en restitution. Et donc il faut être capable de parler très clairement, d'expliquer très clairement Simplement. tout ce qu'on a vu, avec un langage que tout le monde peut comprendre. Et c'est vrai que ça a l'air bête comme ça, mais on pourrait très bien parler que aux UX designers si on voulait. Mais est-ce que le DG nous comprendrait? C'est pas sûr. On pourrait parler que IT, plus personne ne comprendrait dans ce cas-là. Donc il y a vraiment, c'est un moment très important. Et souvent, on étaye aussi nos restitutions avec toutes les vidéos qu'on a faites des tests. Donc dans le protocole qu'on a, en fait, puisque tout est filmé, à chaque défaut, on a rattaché un extrait vidéo. D'accord. Ce qui permet après à nos clients de retrouver par défaut les vidéos des vrais problèmes, comme ils sont vraiment arrivés. Donc ça, c'est très important. On montre beaucoup ces vidéos en restitution parce que ça permet aux gens de mieux réaliser ce qui se passe. Ça me fait penser d'ailleurs à un truc important que j'ai pas dit. Ce truc-là, c'est qu'on incite aussi beaucoup pour que pendant que les tests se déroulent, nos clients soient là, donc qu'ils regardent vraiment. Alors, j'ai parlé de salle avec vitre sans teint tout à l'heure, mais ça supposait qu'en fait, effectivement, il y a des observateurs, donc nos clients viennent observer leurs propres clients. D'accord. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est des moments où ils peuvent vraiment prendre du recul, ils sont un peu isolés de leur entreprise, ils ne sont pas chez eux, ils sont un peu tranquilles, ils sont confortablement installés, ils peuvent vraiment voir ce qui se passe sur leur site, prendre des notes, etc., discuter entre eux. Et c'est vraiment un moment très très fort et très important du test utilisateur. Et après, ces mêmes personnes, donc on va les retrouver en restitution, plus tous les autres qu'on n'a pas vus. Souvent, ça peut être des gens de la direction, des gens qui adjoints, vont voir, etc. Ouais. Et donc là, c'est un moment très important parce que c'est un moment où on va être capable de prouver par A plus B que ce qui a été fait à un moment donné T sur le site n'était pas une bonne idée. Et le fait d'avoir des vidéos notamment de tout ça, c'est très convaincant, c'est un très bon élément de persuasion pour que des décisions puissent se prendre.
Parce que dans les grandes entreprises, on sait très bien que c'est jamais facile de prendre une décision. Notamment, il y a des problèmes hiérarchiques. Hein. On ne sait pas toujours dire la vérité à son chef. Alors, quand on lui dit, le chef n'écoute pas toujours. Voilà. Alors, des fois, il y a des débats d'experts entre experts qui n'en sont pas et qui se battent pendant des heures à savoir si tel bouton doit être de telle ou telle couleur. Là, on règle un peu la question en disant le bouton doit être de cette couleur parce que vos testeurs, vous voyez, visiblement, c'est celle-là qu'ils préfèrent. Et nous, avec notre méthode, on ne peut pas se tromper et c'est ça qu'ils veulent. Quoi. Donc, la restitution, même si c'est la fin du projet et que ça a l'air d'être un moment un peu facile, en réalité, c'est un moment extrêmement important parce que c'est aussi un moment où, quelque part, dans la tête de gens, vont se prendre des grosses décisions sur ce qu'on va faire ensuite avec cette restitution. Qu'est-ce qu'on va faire comme refonte de site, par exemple, derrière? Qu'est-ce qu'on va changer comme partie, etc. Donc, c'est vraiment un super moment de débat entre toutes les parties prenantes. Et d'échange, et d'échange, et qui est aussi indispensable, finalement, que tout le reste. On pourrait très bien s'amuser à envoyer juste la restitution, c'est un PowerPoint par email, et puis basta, quoi. Alors, on a vraiment, nous on insiste pour être là, et je pense que c'est encore une fois, si je reprends l'analogie avec le médecin, je vais en faire une assez nausée, mais j'ai fait quand même, mais si on doit annoncer un cancer à un client, à un patient, je pense que c'est important qu'on le fasse, pas juste en lui envoyant un courrier ou un email. Je pense qu'il faut lui expliquer pourquoi, à quel point c'est grave, et quelle solution on va pouvoir mettre en œuvre pour arranger son problème. Dans le cas du cancer, il y a des solutions, mais c'est exactement ça. On est vraiment dans un moment comme ça, je trouve très, très important. Donc, si on ne faisait pas cette présentation, j'estimerais qu'on ne fait pas une bonne partie de notre boulot. Et puis même, je pense que quelque part, c'est l'accompagnement, et on va jusqu'au bout d'accompagner son client et d'aller avec lui, de lui montrer effectivement, là comme tu disais, où il y avait des problèmes, des choses comme ça. Je pense que c'est un super moment d'échange aussi. Oui, c'est un moment qui est important et qu'il ne faut absolument pas négliger. On peut prendre des décisions importantes derrière. Et oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais, on a fait un peu le tour des tests utilisateurs in situ, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il existe comme tests utilisateurs, comme grand type de tests utilisateurs aujourd'hui sur le marché? Il est certain qu'il y a plein de sociétés en France qui font des tests utilisateurs et des tests indépendants. Je pense que chacun a plus ou moins la même méthode, on a tous un peu le même cœur, la même façon de procéder dans le fond. Après, il y a beaucoup de choses qui varient. Est-ce qu'on fait les tests à distance ou pas à distance? Ouais, d'accord, c'est peut-être de ça que je voulais parler. Oui. Voilà, c'est tout à fait une possibilité. Est-ce qu'on les facilite ou pas, les tests? C'est une possibilité. Est-ce qu'on prend 12 testeurs ou 4 testeurs? C'est aussi une possibilité. Est-ce qu'on a besoin du eye tracking? Non, pas du tout. Enfin, c'est juste un confort en plus, c'est pas une obligation. D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'une salle avec vitre sans teint? Pas du tout. On peut faire un test utilisateur sur un coin de bureau, pourquoi pas dans la rue. D'accord. Nous, on fait des tests utilisateurs en magasin pour tester des applis. Donc, voilà. D'accord, c'est pas plutôt des guérilla tests? Mais après, un guérilla test, pour moi, c'est plus un test où je suis une équipe agile sur un projet. J'ai envie d'un seul coup de tester une fonctionnalité sur mon produit et j'ai beaucoup de doutes. Je peux très bien effectivement descendre dans la rue, alpaguer 4-5 personnes comme ça, et puis leur faire tester un truc sur mon téléphone. D'accord. Ça, c'est un guérilla test pour moi. Okay. Ça a une certaine valeur. Je ne dis pas que c'est la meilleure valeur qui soit, mais ça peut être intéressant, juste comme ça, de faire un test. On peut aller dans un café, on peut aller chez ses voisins de bureau. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je crains toujours, quand je parle de la façon dont on fait les tests utilisateurs, que les gens me disent « Oui, mais ce que vous faites, c'est trop lourd, c'est trop cher, c'est trop compliqué, etc. » Alors c'est vrai que c'est lourd, c'est cher et c'est compliqué, mais c'est destiné à des sociétés qui sont des grandes sociétés, pour des sites avec beaucoup de trafic, qui génèrent énormément de chiffres d'affaires, et on a besoin de ça. Mais après, moi je pense qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps comme ça, on peut se débrouiller autrement, on peut faire des tests sur des bouts de papier, enfin, il n'y a pas vraiment de règles dans l'absolu. Moi je crois que, alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'il y a Steve Krug qui est intervenu, je fais un peu de pub pour mon association Flupa, mais qui est intervenu aux UX Days l'année dernière, et il a écrit un deuxième livre qui n'a pas été traduit en français sur les tests utilisateurs en mode guérilla. En fait, il explique que vraiment, il faut faire tout le temps des tests. Et je pense que tout bon UX, des researchers ou designers est d'accord avec ça. Il faut en faire le plus possible. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle absolue sur la manière dont il faut les faire. Il y a certains critères qui sont incontournables, comme le protocole de pensée à voix haute, la facilitation, je pense, des choses comme ça. Mais après, tout le reste, on peut vraiment le faire varier sans aucun problème. D'accord. Mais il faut quand même une certaine expertise. Je veux dire, je ne demanderais pas à un UX researcher débutant d'aller faire des guérilla tests dans la rue parce que je ne suis pas sûr qu'il aurait des très très bons résultats. D'accord. À quel moment on doit faire des tests utilisateurs? Alors, question importante parce que nous, on vient souvent nous voir en nous disant j'ai refait mon site et maintenant j'aimerais bien le tester. Par exemple, ça c'est pas le bon moment par exemple. Pourquoi?
Moi, Alors pourquoi? ça m'arrive souvent que des clients me demandent Ouais. bah, Laurent, on a fait une appli, maintenant on aimerait bien la tester ou des choses comme ça. Parce que tout simplement, c'est pas quand on a fini l'appli qu'on va la tester qu'on va découvrir les défauts. Parce que si vous découvrez des défauts et vous êtes sûr d'aller en découvrir, corriger les problèmes à ce stade-là, c'est là que ça va vous coûter le plus cher, quoi. Donc, en fait, la réponse, c'est qu'il faut faire des tests utilisateurs le plus souvent possible et tout le temps dans la vie d'un produit. Et quand on démarre un produit, quand on le crée, bah, il faut faire des tests utilisateurs dès le début, en wireframe, en papier, etc., en HTML, CSS, sur prototype, jusqu'à son développement. Et une fois que le produit est développé, effectivement, il faut refaire des tests utilisateurs ensuite dessus, régulièrement. Alors après, à quel rythme, avec quel nombre de personnes, ça c'est une question de budget, je vous dirais, et puis de contexte, parce que moi je me souviens, c'était il y a 2 ans, il y avait Jennifer Romano Bergstrom qui venait de chez Facebook, qui avait fait une conférence aux UX Days, et elle conduisait des tests mais dans le monde entier, tout le temps, enfin pour vraiment un bout de Facebook, c'était pas grand chose, quoi. Et Facebook a des moyens immenses, mais ils ont aussi des milliards d'utilisateurs. Donc voilà. Ouais. Mais après, si vous avez que 100 000 utilisateurs par mois sur votre site, un bon test utilisateur une fois par an, ça suffit largement. Pas besoin d'en faire plus, quoi. Donc tout ça est très. Et par exemple, pour le lancement d'un produit, par exemple d'une app mobile, l'appli n'a pas encore été lancée, le projet a été lancé, mais il n'y a pas de wireframe, il n'y a rien. À quel moment tu pourrais demander à réaliser des tests utilisateurs? Bah, on peut en faire quand on veut. En fait, on peut déjà en faire sur les produits concurrents, tout simplement, pour D'accord, comprendre un peu comment les gens surfent. Ça, c'est vraiment intéressant de le faire. Euh, sur les sites de e-commerce, c'est facile parce qu'il y en a toujours partout des concurrents. d'accord, Si vous avez une idée un peu innovante, vous ne pouvez pas le faire. Mais ensuite, à part ça, l'idée, c'est quand même de produire ses premiers wireframes, de faire un jeu minimum de wireframes sur mobile et sur desktop, par exemple. Et puis de monter un prototype. Ça peut être un prototype très simple, hein, fait sur une vision, par exemple. d'accord. Et puis faire un premier test à ce niveau-là. Et c'est vraiment pas un problème pour les utilisateurs parce que à ce niveau-là, même s'il n'y a pas de charte graphique, par exemple de design graphique, les utilisateurs quand même rentrent dans le jeu. À condition quand même d'avoir des textes un peu en français, pas du lorem ipsum par exemple. Ça, c'est compliqué. Mais on peut déjà en faire à ce moment-là. Et après, encore une fois, essayer d'en faire le plus souvent. En général, nous on en fait trois sur un projet de refonte. On en a toujours un avant, au moment de la refonte, quand le site existe. Puis ensuite un en première phase de conception et un deuxième en deuxième phase de conception. D'accord. Et sur le lancement d'un produit, par exemple, tu disais que juste avant au moment des wireframes ou des choses comme ça, c'est combien? C'est 2, 3? Est-ce qu'il y a un chiffre précis? Mais oui, je pense qu'il faut en faire au moins un, c'est vraiment indispensable. Vraiment pour pouvoir prendre un peu de recul, mettre à bas vraiment les idées reçues qu'on peut avoir, les convictions souvent qui sont fausses. Parce que tant qu'on n'a pas fait un test utilisateur, on se rend vraiment pas du tout compte à quel point on est biaisé par nous-mêmes en fait. On juge toujours les gens à l'aune de notre propre expérience, alors que personne n'a la même expérience. Tout le monde a des expériences différentes, donc ça peut pas être pareil, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas, même votre meilleur copain, il va peut-être pas forcément surfer du tout comme vous, quoi. Donc vous pouvez pas faire l'impasse sur un test avec votre meilleur copain ou votre meilleure copine, parce qu'il fonctionnera pas forcément comme vous. Tout à l'heure, tu t'en parlais assez rapidement. Est-ce qu'un test utilisateur, ça coûte cher? Tu disais qu'on pouvait le faire avec InVision, avec des wireframes, ou vous déployez des tests utilisateurs sur un mois qui est complètement incomparable. Et c'est quoi le coût moyen d'un test utilisateur? Est-ce qu'il y a un prix minimum? Est-ce qu'il y a un prix maximum? Bah, il y a toutes sortes de prix, mais nous, par exemple, clairement, sur un test moyen avec 12 personnes, on va être sur plus de 10 000 euros de budget. D'accord. Donc, Ok. clairement, c'est assez conséquent, mais encore une fois, c'est à relativiser au regard des gens avec qui on travaille. Parce que si vous êtes un site qui fait 300-400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros, c'est une goutte d'eau. Ouais. Évidemment, si vous êtes un site qui fait que 50 ou 100 000 euros par mois, ce serait complètement absurde d'en faire un. Mais après, ce prix est extrêmement variable parce que, encore une fois, beaucoup de choses ont des coûts. Le recrutement a un coût, la rémunération des testeurs a un coût, la location d'une salle a un coût, les ergonomes professionnels ont un coût qui est quand même. Nous, c'est beaucoup de temps, comme qu'on vend, donc ça coûte assez cher. D'accord. Mais moi, je dis, et encore une fois, relisez ce bouquin de Steve Krug, donc j'ai toujours pas le titre en tête. Vous verrez, vous pouvez faire des tests quasiment gratuitement, en vous débrouillant avec les moyens du bord, et que ça marche aussi très très bien. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette méthode des tests, c'est que moi j'ai la conviction qu'on n'a pas besoin, disons qu'il vaut mieux en faire que de ne pas en faire, même si on n'est pas spécialiste de ça, même si on n'est pas UX researcher. Je pense qu'il vaut mieux faire un test que pas du tout, et je pense que tout le monde peut en faire. Après, c'est vrai que vous en ferez un la première fois, il sera peut-être pas très bien fait,
etc. Mais vous y prendrez goût, vous en referez sûrement d'autres derrière, et après vous vous perfectionnerez. Mais je pense que ça reste indispensable dans tous les cas d'en faire, même si on n'est pas expert. D'accord. C'est une belle leçon. En tout cas, c'est intéressant. Ma conclusion, c'est celle que je viens de dire, en fait, c'est faites-en. Enfin, D'accord. faites-en quoi qu'il arrive, faites-en dans tous les cas. Faites-en, vraiment, c'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps gagné. Ça peut que vous enrichir, ça peut que améliorer votre produit. Vous pouvez vraiment pas vous tromper, enfin, c'est vraiment difficile de se tromper. Faites-en et prenez-y goût et après vous en ferez tout le temps. Mais c'est indispensable. Franchement, je pense que c'est vraiment indispensable. Moi, j'ai eu beaucoup de. C'est moins le cas maintenant, mais pendant très longtemps, on opposait au test utilisateur des méthodes quantitatives, des questionnaires en ligne, etc. Et ça n'a aucune valeur, en fait, un questionnaire en ligne sur l'UX pour essayer de comprendre ce qui se passe sur un site. Et aujourd'hui, on a réussi, au bout de 10 ans, à faire comprendre à pas mal de monde que les tests utilisateurs, c'était vraiment important. Et je peux vraiment tracer la route la progression de l'acceptation des tests utilisateurs en 10 ans. Et je peux dire que vraiment, entre le moment où j'ai commencé l'expérience il y a 10 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les gens acceptent totalement d'en faire. Nous, on n'a plus aucun problème pour vendre un test utilisateur aujourd'hui à nos clients. On les intègre systématiquement à toutes nos prestations et les gens les acceptent largement. Ce qui n'était vraiment pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il fallait vraiment que je me batte pour expliquer à quoi ça servait, quel était l'intérêt, etc. Donc c'est une méthode vraiment ancienne, elle a fait ses preuves, elle n'a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de technologie vraiment dedans, contrairement à beaucoup d'autres choses. Mais à l'inverse, elle est extrêmement puissante et elle va vraiment au cœur des choses et il faut la pratiquer. D'accord, ok, très bien, merci. Est-ce que tu peux nous donner des erreurs que toi ou tes équipes ont fait lors de tests utilisateurs? Et est-ce qu'il y a eu des répercussions par la suite? Ou est-ce qu'il y a des erreurs qui sont courantes, qu'il faut peut-être éviter? Je peux parler d'une erreur qu'on avait fait, D'accord. qui est une bonne erreur, mais une erreur quand même, mais qui montre vraiment l'intérêt des tests utilisateurs. On avait travaillé notamment pour une très très grande entreprise de vente de matériel de communication, en fait en B2B, vraiment une entreprise avec pignon sur rue, avec un processus de commande extrêmement compliqué, vraiment D'accord. compliqué parce que c'est des commandes avec beaucoup de produits à la fois, avec des montants assez importants, et des commandes qui sont répétées assez fréquemment. Donc avec beaucoup d'utilisateurs très habitués à passer commandes sur ce tunnel-là. Et donc on devait refondre entièrement ce processus qui était effectivement très très complexe. Et on a beaucoup travaillé dessus, on a fait beaucoup de maquettes, etc. Et puis au bout d'un certain temps, on était très très fiers de ce qu'on a fait. Et le client avait beaucoup aimé ce qu'on avait fait, ça présentait très très bien. Et là on a fait un test utilisateur et on s'est rendu compte qu'on s'était bien planté, notamment auprès des utilisateurs habitués du site qui s'y retrouvaient plus du tout et qui étaient vraiment en colère. Mais vraiment ce que j'appelle en colère. En disant, c'est-à-dire que vous aviez installé le produit déjà, etc. On a fait des tests sur un prototype en fait. Ah, d'accord, ok. Et en fait, il s'est passé ce que j'avais présenté l'année dernière au Nord Conversion Day sur les habitudes. On s'était heurté de plein fouet au mur des habitudes. Et donc en fait, tous les gens qui avaient l'habitude de ce site-là, qui passaient énormément de commandes dessus, s'y retrouvaient absolument pas dans l'interface qu'on avait fait. Et là, on a réalisé qu'on avait fait une grosse erreur. On s'est dit, on n'a vraiment pas assez tenu compte de leurs avis. Et on a fait machine arrière. Donc on a vraiment recommencé quasiment à zéro ce qu'on avait fait. On a remodifié le travail qu'on avait fait. Et je vais dire de manière un peu provocatrice, on a presque dégradé l'UX exprès pour nos utilisateurs habitués. Mais en fait, c'était tout simplement pour vraiment tenir compte de ces gens-là et éviter que le choc, en fait, le changement soit trop brutal en fait, le jour où on faisait la mise à jour. Voilà, ça nous a appris beaucoup de choses parce qu'en fait, ça nous a appris que, les tests utilisateurs, c'était utile vraiment pour tout le monde, pas que pour nos clients, mais aussi pour nous, parce que nous-mêmes, en tant que UX designer, on fait des erreurs, et je pense qu'il faut accepter de faire des erreurs quand on est UX designer. Et donc, ça nous a permis de corriger et d'améliorer notre projet. Donc, j'ai fait une erreur dans une erreur avec une erreur qui se termine bien. Voilà. Et ça, c'était important. Et comment l'a pris le client, par exemple? Ça a été un peu compliqué. D'accord. C'était un peu compliqué parce qu'effectivement, on a dû expliquer qu'on s'était trompé, qu'on avait mal. C'est très dur de dire à un client qu'on a mal fait son boulot. Ouais, mais tout à fait, ouais. Mais justement, grâce aux vidéos qu'on avait, enfin aux preuves qu'on avait, on lui a dit, mais voilà, vous vous rendez compte que ce qu'on a fait, en fait, ça va pas fonctionner. Enfin, on n'imaginait pas, mais ça va pas fonctionner. Et après, je me suis pas occupé de la partie négociation commerciale avec lui, mais je pense que ça s'est arrangé, mais on a dû expliquer qu'il fallait qu'on recommence une partie du projet. Bon, c'est la seule fois où ça nous est arrivé, mais ça nous a beaucoup appris parce que ça nous a appris à être plus modeste en fait dans ce qu'on faisait et plus réaliste aussi. Parce qu'encore une fois, je pense que
on a été imbu de nous-mêmes et je pense qu'on a été orgueilleux. En fait, on s'est dit, ben, voilà, là, ce qu'on a devant les yeux, c'est nul, on va faire beaucoup mieux. On est parti dans une piste comme ça, où on s'est dit, on va faire un truc avec les bonnes choses dans les règles de l'art. Mais en fait, on n'a pas assez écouté, on n'a pas assez envisagé comment on pourrait pu réagir les utilisateurs. Et quand ils ont réagi, ben, il était déjà trop tard pour nous. Donc, D'accord. voilà. Mais je pense que c'est important, en tant qu'agent, justement, d'avoir ce discours de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de ses clients. Si on se trompe, il faut le reconnaître, sinon ça ne sert à rien. Enfin, on rompt la relation de confiance qu'on a avec le client. Absolument. D'accord. Et donc, le pendant de cette question, c'est quelle réussite es-tu fier? Là, je pense à une autre anecdote qui est très ancienne en fait, pour le coup. C'est quand j'avais travaillé pour une grosse marque de luxe française, avec pignon sur rue également, qu'on m'a demandé de faire un test utilisateur sur leur site mondial, et que j'ai pu détecter plein de problèmes, etc., que j'ai fait remonter, que j'ai rendu en restitution. Et j'ai appris plus tard qu'en fait le test n'avait qu'un seul but, c'était de convaincre la direction artistique de cette marque de mieux faire son site et de faire passer un peu plus d'ergonomie et d'UX sur le site plutôt que tout le temps du design et de l'expérience de marque, parce que à force ça frustrait les utilisateurs. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'était important. Il y a des marques comme ça où effectivement l'expérience de marque est extrêmement importante et le design est important et la direction artistique est prédominante. Mais parfois, il faut qu'ils fassent des sacrifices, et les tests utilisateurs ont permis de convaincre ces gens-là de changer un peu leur fusil d'épaule. Et ça fait très plaisir de voir ça. D'accord. Et donc, il y a eu des changements dans les semaines ou dans les pas tout de suite, parce que c'est une très grosse marque et c'est un site mondial, mais alors je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé, mais voilà, ça remontait loin. Ok, très bien. Eh bien, merci. Pour terminer cette interview avec Olivier, je voudrais lui poser les 3 questions habituelles que je pose donc aux autres invités également. La première question, c'est dans quelle société ou dans quel type de société tu aimerais travailler dans le futur et pourquoi? Et la mienne, parce que comme je disais, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, apporter le UX au sein des grandes entreprises, et puis ça me plaît comme ça, même si aujourd'hui je suis plus trop dans le métier, je vais être honnête, mais ça me plaît comme ça d'avoir la satisfaction de nos clients par rapport au travail qu'on fait, donc la mienne. D'accord, très bien, c'est clair. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un autre designer? Et disons justement que je suis plus vraiment designer, mais que j'aime bien en parler, et voilà, que j'aime bien essayer de mettre en avant le métier de l'UX et de faire passer le message à tout un tas de gens. Et c'est aussi pour ça que je suis dans l'association Flupa. D'accord. Voilà, et que je participe parfois à des rédactions de livres blancs où j'essaie de porter la bonne parole de l'UX. Ça, c'est la chose qui me tient à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience dans le domaine pour pouvoir en parler largement. Je ne suis pas du tout un spécialiste comme plein de gens aujourd'hui sur le marché qui sont sûrement bien meilleurs que moi. Mais je sais que j'aime bien convaincre, que je sais bien convaincre, donc ça reste un truc important pour moi. D'accord, je crois que tu étais intervenu au dernier Flupa à Paris ou non? Non, j'étais juste animateur. Animateur, d'accord. J'étais le Michel Drucker des UX designers. Très bien, Michel Drucker. Alors, comment vois-tu ton métier, par exemple, celui, on va dire, du UX designer de façon globale, dans 10 ans? Ouais, je pense qu'il va évoluer quand même pas mal parce que les outils vont encore évoluer. Là, ils ont déjà pas mal évolué ces dernières années, notamment avec l'apparition de Sketch. Ça, c'est important. D'accord. Je pense qu'ils vont évoluer, et puis je pense notamment qu'on va avoir des outils beaucoup plus technologiques. Alors avec de l'IA ou pas, j'en sais rien, mais oui, on peut imaginer qu'on a des outils qui améliorent la productivité des designers, qui leur permettra de produire plus vite des maquettes, notamment avec des design systems peut-être un peu plus évolués que ceux qu'on a aujourd'hui. D'accord. Donc c'est sûrement un métier qui va changer, et puis en plus, dans 10 ans, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme interface. Est-ce qu'on aura des interfaces cérébrales, des interfaces oculaires, ou je ne sais quoi, des problèmes commandés, donc c'est un peu difficile de dire à l'avance comment ça va être. D'accord, ok. Et maintenant, pour conclure, en fait, je voudrais laisser la conclusion à Olivier pour qui donne sa conclusion sur l'interview, sur les tests utilisateurs. Voilà, c'est à toi. Ma conclusion, c'est encore une fois, mettez les utilisateurs au centre de vos préoccupations quand vous bossez dans le digital. Écoutez leur avis avec ces fameux tests utilisateurs. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on fait, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Faites des tests utilisateurs, en fait. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Olivier pour cette interview sur les tests utilisateurs. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine interview. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!